Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 9h19 sur Sud Radio et l'actualité en plus ce matin est dédiée à un immense chef cuisinier qui a fait rayonner la cuisine française partout dans le monde. Bonjour Gauthier Battistella. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous signez un livre que je dis objectivement bluffant, c'est aux éditions Grasset, sobrement intitulé Bocuse, et vous arrivez à nous replonger dans le quotidien de cet homme épatant, de l'enfance au début dans différentes cuisines des restaurants, aux grandes étoiles et à la légende de la gastronomie française. Vraiment, vous ne dissimulez rien, son caractère, son attitude, parfois évidemment sa sévérité extrême en cuisine au point qu'il fasse peur à tout le monde, mais aussi l'homme généreux, gourmand, épatant, intelligent, redoutable, et c'est formidable de le lire sous votre plume. La question est un peu bateau, mais je suis obligé de vous la poser. Navré, Gauthier Battistella, qu'est-ce qui vous a fait d'un coup, qu'est-ce qui a été le déclic pour vous de vous pencher sur Paul Bocuse ? Écoutez, en vérité, Paul Bocuse m'accompagne depuis de nombreuses années. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au Guide Michelin. Et Paul Bocuse était une figure, si vous voulez, un petit peu tutélaire à la base. Il y avait ceux qui étaient allés manger chez Bocuse et ceux qui n'étaient pas allés. Alors moi, je n'ai jamais rencontré Paul Bocuse. Et au début, je me suis dit, tiens, est-ce que ça va pas être un problème pour écrire ? Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était mieux. Parce que Paul Bocuse il est déjà au-delà de Paul Bocuse. Vous voyez, c'est déjà un personnage de roman. Et donc, il m'a semblé tout à fait naturel de parler de Paul Bocuse et derrière lui, évidemment, de parler d'un siècle de cuisine quasiment, parce qu'il vit plus de 90 ans. Ce qui me permet de passer de la cuisine des mères lyonnaises à la nouvelle cuisine, dont il a été le chantre un peu contre lui. Absolument. Il embrasse la nouvelle cuisine un peu contre lui. La nouvelle cuisine, alors en 2 minutes, qu'est-ce que c'est ? Les théoriciens, on va dire, Hugo et Millot disent tu seras inventif. Il va falloir alléger tes plats. Alors que Paul Bocuse, c'était quoi ? C'était de la crème, c'était du beurre, c'était de l'huile. C'était du mijoté. Mais et c'est là ce que vous disiez au début, il est tellement intelligent qu'il se dit, si je ne deviens pas le patron de cette nouvelle cuisine, elle va me dépasser. Donc il la prend sous son aile, et puis il la digère tranquillement 10 ans plus tard. Voilà, pour faire autre chose. Commençons par le commencement. Votre livre, même si je déteste cette phrase, il se répartit en 3 grosses parties. Vous évoluez, vous suivez l'évolution de ce personnage, et tout commence, il ne faut jamais l'oublier, dans cette famille plutôt très modeste, déjà plongée dans les casseroles, mais avec un appétit, un goût et une attention de la nature où il vit pratiquement en autonomie. C'est-à-dire qu'il pêche, il chasse, il assaisonne, il cuisine. La légende Bocuse commence aussi de cette proximité-là avec la nature, non ? Oui, absolument. Et je suis content que vous en parliez parce que je pense que nous sommes ce que l'enfance a fait de nous, si vous voulez. Et Paul Bocuse, vous le dites, il est fils d'aubergiste, mais en réalité, il remonte d'une lignée d'aubergistes dont on retrouve les premières traces au XVIIIe siècle. Donc quelque part, c'est un héritier, Paul Bocuse. Certains naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Lui, il est né avec une louche dans la main droite. Alors, son père lui apprend à chasser, à braconner. Il est enfant unique. Il apprend à se débrouiller tout seul. Et d'autant plus que la Deuxième Guerre arrive, la Deuxième Guerre mondiale. Son père part au front et là, il devient le chef de maison. Donc là, si vous voulez, c'est là où véritablement Paul Bocuse, le patron, est en train de naître. Après, on peut raconter qu'il partira à la guerre plus tard, qu'il sera blessé à la guerre, sauvé par des soldats américains qui lui transfuseront du sang et qui vont lui tatouer sur l'épaule gauche ce coq français qui va porter avec lui tout le temps, parce que Paul Bocuse va porter la France avec lui tout le temps. Quand il ira au Japon, aux États-Unis, mais alors justement, la France... si vous faites la transition parfaite, Gauthier Battistella, parce que oui, on peut en effet raconter et passer presque rapidement sur la guerre, parce que c'était le quotidien d'énormément de personnes à cette période-là, mais quand même, la France chevillée au corps, vous racontez, et vous arrivez à le romancer avec une crédibilité absolue, sa rencontre avec le général de Gaulle, notamment son émotion, quand il se fait décorer, je crois que c'est par Valéry Giscard d'Estaing, c'est à cette occasion que d'ailleurs naîtra la fameuse soupe Végeux, c'est-à-dire que c'était un cuisinier, c'était un Français, et marqué quand même par la guerre, parce que ça lui procurera une certaine vision quand même, aussi, ça fera l'homme aussi, et ça fera son parcours. Ça fera l'homme parce qu'en fait, il a vu mourir tous ses copains. Et partant de là, il va se dire, ma philosophie, c'est travailler comme si on devait vivre 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez Paul Bocuse, parfois, c'est qu'on a l'impression qu'il n'avance qu'à l'intuition, au flair.
Il a un côté très, très animal. Parfois, on se dit, mais est-ce que sa notoriété, il l'a pensée ou est-ce qu'il a quasiment subi et accompagné parce qu'il va avoir 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Il va passer le concours de meilleur ouvrier de France. C'est quoi? J'ai eu 3 pontages, 3 femmes et 3 étoiles, c'est ça, hein? Oui, alors ça, c'est à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, voilà, on va révéler quand même qu'il vivait avec 3 femmes et il a eu de multiples aventures. Et il dira, voilà, j'ai eu 3 étoiles, 3 femmes et 3 pontages. Parce que en plus de cela, en fait, vous voyez, il vit jusqu'à devenir un mythe. C'est-à-dire qu'il vit avec sa statue déjà quand on arrive à Collonges, devant le restaurant, il y a une statue, voilà, qui accueille les visiteurs. Et lui, il a côtoyé sa propre statue de son vivant. C'est extraordinaire, ça. Mais et d'un côté, on pourrait, et sans doute qu'il était un peu, d'ailleurs, vous vous amusez de temps en temps à raconter cette excentricité dans vos pages, ce côté un peu mégalomane, mais on lui doit quand même le fait d'avoir énormément de cuisiniers de son époque, et même aujourd'hui on voit comment ça marque, à réussir à dire aux cuisiniers, mais imposez-vous, il faut savoir qui cuisine, c'est-à-dire que ça sera le restaurant de Paul Bocuse, comme aujourd'hui on dit, tiens, on va chez Etchebest, on va chez Thierry Marx. Il a quand même aidé la cuisine à se créer une notoriété, à assumer. Je crois que ça, c'est l'aspect le plus important de Paul Bocuse, au-delà de sa cuisine, d'accord? La cuisine, il a reproduit des recettes, il n'a jamais rien inventé lui-même. En revanche, ce qu'il a inventé, c'est la posture du cuisinier moderne. Et quand je dis la posture du cuisinier moderne, c'est qu'il aura fait un uniforme avec le tablier Bragard, qui est en toile de Marines. Il les a obligés à porter la toque. Alors lui, vous parliez de mégalomanie, il s'était fait faire une toque de... Voilà, 15 cm de plus que les autres, comme ça, on le voyait partout où il passait. C'est lui qui a imposé, par exemple, le col bleu-blanc-rouge au col des meilleurs ouvriers de France, qui est un concours qui existait avant lui, mais que lui a imposé. Et en fait, pourquoi? Et vous parliez de l'enfance, on va revenir à l'enfance, c'est qu'il a vu son père, il a vu ses mentors comme Fernand Point mourir à l'âge de 50 ans, parce qu'à l'époque, on mourait très tôt. C'est un métier extrêmement difficile. On buvait les vins de sauce, on était dans le charbon, et il s'est dit non, c'est pas possible, il faut que les cuisiniers montent sur la scène. Et c'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir qui appartenait auparavant au directeur de salle. Pourquoi ils appartenaient au directeur de salle? Très brièvement, parce qu'en fait, il y avait de la découpe en salle, le plat était créé en salle, et puis maintenant, le plat est créé en cuisine directement, on le voit aujourd'hui. Et grâce à ça, il va faire du cuisinier un personnage moderne, sexy, et puis on le voit aujourd'hui quasiment des rockstars. Oui, voilà. C'est ça. Et tout ça, c'est quand même Paul Bocuse. Hein. Et lui, Paul Bocuse, là où c'est aussi épatant, parce qu'il y a le cuisinier, il y a le génie, il y a l'instinctif. Vous décrivez notamment au tout début, quand il reprend le restaurant avec une autorité naturelle, vous décrivez aussi chez lui un caractère, on va dire, qui peut parfois être excessif, mais où, avec un naturel déconcertant, il va imposer une rigueur dans ses cuisines, où je crois que vous racontez à l'occasion, on va dire, d'un week-end, l'un des parents d'un des jeunes cuistots en cuisine passe devant l'auberge, il les voit en train de frotter les pavés. C'est-à-dire que ça frôlait, enfin je veux dire, heureusement que ça n'existe plus, mais ça aurait frôlé des dénonciations à une autre époque. Aujourd'hui, ça passerait plus, oui, et heureusement, hein, parce que les apprentis, dès qu'il prend le restaurant de son père dans les années 60, les apprentis étaient véritablement terrorisés. C'est-à-dire que moi, j'ai interrogé un monsieur qui aujourd'hui a 80 ans, qui a été un de ses premiers apprentis, Pierre Orsi. Il se souvenait encore avec des frissons, je vous le dis, je le voyais sur son visage. De la voix qui tremblait. Il m'avait raconté la voix qui tremblait. À un moment, ils avaient sorti des brioches qui étaient trop cuites et ils ont avalé 3 brioches brûlantes pour pas que Bocuse les voie. Vous voyez, mais à la fois il y a toujours ce paradoxe chez Bocuse. Un jour, il avait passé toute la journée à courser un apprenti qui était mauvais, qui trouvait mauvais, il n'était pas content, etc. Et puis l'apprenti s'en va et il lui dit où tu vas, et l'apprenti lui dit je vais voir mes parents, ils m'attendent en bas. Et Paul va lui chercher une dinde au réfrigérateur, il lui offre, parce que voilà, à cette époque-là, on vivait de peu. Il lui dit écoute, cuisine-la pour tes parents, mais si tu la cuisines pas bien, c'est pas la peine de revenir aujourd'hui. Donc, vous voyez, cette espèce de respect, de générosité dans chacun de ses actes. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi le fait qu'il soit devenu Paul Bocuse. Voilà. Et la légende, avec un trait de caractère aussi qu'on a fait qu'esquisser tout au long de cette conversation, Gauthier Battistella, c'est quand même la liberté.
La liberté, j'ai l'impression, de cuisiner un moment comme il le voulait, la liberté de prendre la tête de certaines nouvelles cuisines, même s'il n'en était pas forcément en accord, la liberté d'assumer une certaine mégalomanie, la liberté d'exporter la cuisine française à l'étranger, que ce soit en Asie ou aux États-Unis, et une liberté qui, dans son caractère aussi, fait la légende qu'il est devenu. Oui, alors la liberté, vous en parlez, mais je pense que Paul Bocuse n'aurait pu naître qu'à l'époque de Paul Bocuse. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que tout était lié aussi à une certaine époque. On est en 1945, c'est la folie, c'est la libération des sens. Puis ensuite on est dans les années 50-60, c'est le rock'n'roll de l'autre côté de la Manche, c'est le nouveau roman, la nouvelle vague. Et il y avait une soif, les années 80, c'était des années complètement folles pour la cuisine. Il y avait le plan calcul, le Concorde. On était dans un bien-être économique qui fait que... C'était l'explosion du drapeau bleu-blanc-rouge, quoi. C'était l'explosion, voilà, avec une certaine fierté qu'on a peut-être un peu plus perdue aujourd'hui. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'époque pourrait accoucher de Paul Bocuse. Non, voilà. ça c'est certain. Même avec le caractère qu'il avait. Et qui ne passerait plus d'ailleurs. Gauthier Battistella, une dernière question encore. Vous êtes, j'imagine, depuis retourné, ou depuis la mort, peut-être une question, vous êtes retourné depuis la mort de Paul Bocuse dans son restaurant ? Oui. Et quel souvenir ému vous gardez de la cuisine de Paul Bocuse? Un plat, une attitude, peut-être quelque chose dans le restaurant qui vous émeut, qui vous émeut toujours? Moi, c'est le cérémonial, c'est-à-dire que à un moment, Paul Bocuse disait chez moi, on déjeune pas au musée, et j'ai envie de répondre et alors Et si c'était le plus grand musée de la gastronomie mondiale? Vous voyez, quel est le problème? Vous savez, quand ils arrivent avec les poulardes contisées de truffes en vessie de porc. Alors, je sais pas si les auditeurs voient ce que c'est, mais c'est gonflé comme ça. Et donc, ils mettent un couteau à l'intérieur, la vessie s'affaisse et la chimère apparaît. Il y a un côté mais absolument magique. Et le chariot de dessert, vous demandez une île flottante, il vous la prépare devant vous. Il y a là-bas une espèce de magie que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. La magie de Paul Bocuse, et croyez-moi, c'est aussi un sentiment de magie qui nous traverse quand on lit votre roman, parce que c'est très bien écrit, on a l'impression d'être à côté de Paul Bocuse tout au long de sa vie. C'est gourmand, c'est généreux, sans doute comme sa cuisine. Et bravo, félicitations encore Gauthier Battistella d'avoir réussi à retranscrire ce génie de la cuisine, et merci de nous offrir une telle pépite à lire. C'est aux éditions Grasset et ça s'appelle tout simplement Bocuse.